Je vais laisser la place à Dominique Rousseau, le grand témoin de notre journée. Il est professeur émérite de droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Son dernier ouvrage, paru en 2022 chez Odile Jacob, « 6 thèses pour la démocratie continue », il va nous en faire, il va nous expliquer exactement comment on fait du citoyen quelque chose, comme il dit, dans l'ordre politique, faire du citoyen le cœur vivant de la démocratie, en affirmant contre le principe représentatif qu'il a une compétence pour décider personnellement des lois et des règles à vivre. Il va nous expliquer tout ça, je vais lui laisser la parole. Il va intervenir pendant une quarantaine de minutes pour vous laisser la possibilité après de lui poser des questions pendant une dizaine de minutes supplémentaires. Je vous demande d'accueillir Dominique Rousseau. Merci. Bien, bonjour à chacune et chacun. Permettez-moi d'abord de vous remercier de votre invitation et de dire que je suis très honoré d'être ici parmi vous cet après-midi, davantage pour échanger, pour discuter que pour donner, disons, un exposé extra cathédra sur la question de la démocratie. Peut-être un point pour commencer, enfin, un point de méthode ou des observations préliminaires. Je n'ai pas l'expérience de conseil de développement, je n'ai jamais participé à un conseil de quartier, je n'ai jamais participé à une commission, à une convention citoyenne, et donc mon intervention sera nécessairement une intervention, excusez-moi, d'universitaire, je suis universitaire, qui va essayer peut-être de vous proposer ou de proposer à la réflexion ce que, en tant qu'universitaire, les pratiques, les expériences que l'on vit depuis plusieurs années interrogent. En quoi ça nous interroge? Sur le plan, je dirais, alors des idées, sur le plan des notions, sur le plan des concepts. Non pas pour construire des concepts pour la pureté de la connaissance, mais pour construire des concepts qui permettent d'agir, de favoriser l'action qui est notamment la vôtre. La deuxième précaution peut-être à prendre, c'est que l'intervention que je fais, ou le livre que j'ai pu écrire, se fait quand même dans une conjoncture socio-historique et politique particulière. On parle de démocratie participative, délibérative, collaborative. Nous sommes quand même dans un moment où il y a une montée généralisée des populismes, des régimes autoritaires, pas seulement en Amérique latine, pas seulement en Europe de l'Est, mais aussi en Europe de l'Ouest. Pensez à la Suède, qui aurait imaginé que la Suède ait un gouvernement d'extrême droite il y a encore quelques années. Pensons à l'Italie, mais pensons aussi chez nous, en France, pas à peine d'aller chez les autres. Donc, ma réflexion se situe dans ce moment-là, dans ce moment où la démocratie est en crise, dit-on, mais en même temps, comme dirait quelqu'un, ça se situe aussi dans un moment où il y a la multiplication d'initiatives citoyennes depuis déjà plusieurs années. Les conseils de quartier, même si on remonte plus loin, les commissaires enquêteurs sont une forme déjà d'association des citoyens à la confection des politiques publiques locales, ou au moins pour recueillir leur avis. Donc, il y a à la fois une tendance populiste, autoritaire, dans notre moment actuel, mais aussi une tendance en faveur d'une plus grande intervention, participation, je reviendrai sur le mot tout à l'heure, des citoyens dans
dans le fonctionnement, dans la production des politiques publiques. Et je prendrai deux exemples récents. La loi sur les énergies renouvelables, où on voit bien dans le projet qui est actuellement discuté qu'il s'agit d'aller plus vite. Et comment on va plus vite? En réduisant la participation des citoyens. Si vous lisez le projet de loi, il s'agit de réduire le champ des enquêtes publiques, il s'agit de réduire la possibilité des recours. Donc, on est pris avec des urgences qui fait que, finalement, le temps long dont on parlait à l'instant, la durée, la participation, deviennent des handicaps à une réaction que les citoyens demanderaient rapide. Ce qui pose un deuxième problème, et que on trouve d'ailleurs dans les documents de des conseils de développement, quelle est exactement la cible ou le destinataire de ces pratiques, alors j'ose pas dire citoyennes, de ces pratiques participatives. Et c'est en ce sens que, quand je disais tout à l'heure que, n'ayant pas d'expérience précise, j'essaie de prendre du recul sur ce qui se fait, par exemple sur les mots qui sont employés dans le guide pratique oscillent entre habitants et citoyens. Bon, pour moi, c'est pas la même chose. Quand vous dites, alors c'est la participation des habitants ou c'est la participation des citoyens? C'est là où peut-être l'universitaire peut aider à conceptualiser. Est-ce qu'il y a une différence entre l'habitant et le citoyen? Est-ce que tout habitant est citoyen? Vous savez ce que disait Simone de Beauvoir, hein? Est-ce qu'on est femme ou est-ce qu'on le devient? Bon, est-ce qu'on est citoyen ou bien est-ce qu'on le devient? Et si on le devient, comment? Par quelle procédure? Par quel protocole? Par quelles institutions? Donc, il y a dans vos textes fondateurs cette espèce d'ambiguïté sur habitants et citoyens. Habitant, ça peut être un étranger, pas nécessairement un national. Ça peut être un mineur. Ça peut être... si c'est habitant, c'est pas citoyen. Sauf si vous connectez les deux. Mais à ce moment-là, ça renverse un certain nombre de catégories ou de concepts. Donc, vous voyez en quoi votre expérience, vos expériences interpellent le savoir universitaire. Qu'est-ce qu'un habitant? Qu'est-ce qu'un citoyen? Qu'est-ce que finalement la démocratie dans ce moment particulier? Et la question que vous posez, la question qui se pose, c'est comment aujourd'hui fabrique-t-on une décision publique? Comment fabrique-t-on de l'intérêt général? Comment fabrique-t-on une politique publique, locale, régionale, nationale? Comment ça se fabrique? Votre réponse, c'est notamment par les comités, par les conseils de développement et par la démocratie participative ou délibérative. Bon. Alors moi, j'appelle ça plutôt la démocratie continue. J'ai du mal avec participative et délibérative. Je peux les employer, ça ne me pose pas de problème existentiel. Mais je préfère démocratie continue, d'abord parce que c'est le mot que j'ai inventé, et qui remonte à loin. C'est-à-dire ce mot, tout simplement, une anecdote, ce mot, la première fois où j'ai réfléchi au truc, c'était en 1992, un petit moment, et ça correspondait à la sortie du bouquin de Fukuyama sur l'histoire est finie. Et j'ai voulu réagir contre cette idée que, ça y est, il n'y avait plus rien à faire. On a du mal à entendre. Très bien. Peut-être que j'ai rien à dire, alors si on a du mal à entendre. Que je prenne celui-ci. Ça va mieux là? Oui, mais alors faut...
Oui, donc je disais que j'ai choisi ce mot, démocratie continue, d'abord en réaction avec ce livre qui était sorti et qui me paraissait ne pas correspondre en tous les cas à ma conception de la chose. L'histoire continue, la démocratie continue, donc j'ai voulu m'opposer en quelque sorte avec cet adjectif, mais en voulant aller plus loin. Parce que notre démocratie actuelle, elle est participative. Vous parlez d'ailleurs vous-même de la participation des citoyens, la participation électorale. On parle de participation électorale. La délibération, vous avez parlé de délibération, on délibère aussi au Parlement. Donc la forme actuelle de démocratie implique la participation des citoyens, implique la délibération. Ce que j'ai voulu montrer par le verbe, par l'adjectif continu, c'est que la démocratie, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas à un moment électoral, elle continue entre deux moments électoraux, c'est aussi bête que ça. Et surtout, et peut-être ce qui m'importe, c'est qu'elle continue, je vais y revenir tout à l'heure, elle continue au-delà ou en dehors, disons au-delà de la sphère étatique. C'est-à-dire la démocratie n'est pas une forme d'État pour moi, c'est une forme de société. Vous savez, il y avait une phrase autrefois qui disait « La démocratie s'arrête aux portes de l'entreprise. La démocratie s'arrête aux portes de la famille. La démocratie s'arrête aux portes de l'école. » Non. Pour moi, la démocratie, elle ne s'arrête pas, elle continue, elle doit se diffuser dans toutes les sphères d'activité sociale et pour donner précisément à la société et non pas à l'État sa qualité démocratique. Vous pouvez très bien avoir démocratisé l'État, supprimer l'élection du président de la République, remettre le Parlement, enfin vous pouvez tout faire. Vous aurez peut-être démocratisé l'État, mais vous n'aurez peut-être pas démocratisé la société si précisément les principes démocratiques ne pénètrent pas dans l'entreprise, dans la famille ou dans l'école ou disons dans toutes les sphères d'activité. Et donc la question qui est posée, quel que soit le qualificatif retenu, peu importe, démocratie continue, participative, délibérative, j'en fais pas un problème. La question que vous avez posée, vous, c'est la question des institutions. Alors évidemment, pour un juriste, les institutions, c'est important, les institutions. Et vous pensez que ça peut passer par d'autres institutions, que la fabrique de la décision publique peut passer par d'autres institutions que le Parlement, le Sénat, etc., et notamment par ces conseils de développement. Oui, sans doute. Ce qui, moi, me paraît important, c'est que ça ne peut passer par ces institutions-là que vous représentez que si, au préalable, il y a eu une sorte de révolution culturelle, changement de paradigme dans nos manières de voir ces institutions-là comme les conseils de développement. Je pense que tout à l'heure, je ne sais plus qui a parlé de cailloux dans les chaussures. Comment dire, la formule est parfaitement exacte. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, le Parlement, le président de la République ont un discours qui va de soi. On ne se pose pas la question. C'est évident que la loi est faite par l'Assemblée nationale, le Parlement, le président, etc. Le discours est tout fait dans notre tête. Or, il n'y a pas de récit, il n'y a pas de discours qui vient, comment dire, justifier l'intervention de ces nouvelles institutions dans la fabrication de la loi. On aura beau faire toutes les innovations possibles d'institutions, si, de mon point de vue, si les principes sur lesquels nous avons été formés et nous continuons à penser n'ont pas été, sinon changés, en tous les cas discutés. Autrement dit, la démocratie que vous appelez ne peut se faire que s'y sont réinterrogés trois principes. Et ce sont ces trois principes que je voudrais soumettre à votre discussion, à votre réflexion et à votre discussion aussi, bien entendu. Le premier principe, c'est
celui de passer, d'admettre la compétence normative des citoyens. Compétence normative, bon, c'est du droit, hein, compétence, la compétence des citoyens de poser eux-mêmes les normes de la vie collective. Alors, jusqu'à présent, le principe sur lequel nous fonctionnons, c'est le principe de la compétence électorale des citoyens. Et ça remonte à Sieyès. Il y a un discours extraordinaire, formidable de Sieyès à l'Assemblée nationale en septembre 1789, où Sieyès dit « Le peuple ne peut agir et vouloir que par ses représentants ». Autrement dit, il n'y a pas de volonté autonome du peuple. Le peuple n'a pas de volonté, il ne peut vouloir que par ses représentants. Et par conséquent, dit Sieyès, la France, alors c'est amusant de le voir aujourd'hui, Sieyès dit la France ne saurait être une démocratie, la France est un régime représentatif. Et il oppose démocratie et régime représentatif. Alors pourquoi c'est marrant ? D'une certaine manière, c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de démocratie représentative, mais c'est un oxymore. C'est un oxymore, démocratie représentative. Et Sieyès le dit, mais alors c'est texto, hein, Sieyès dit « La France est un régime représentatif, elle ne saurait être une démocratie ». Autrement dit, nous fonctionnons depuis 1789 sur cette idée que ce sont les représentants qui veulent. Alors Sieyès est très clair là-dessus. Sieyès dit les citoyens ne transmettent pas une volonté. Qu'est-ce qu'on fait quand on vote ? Dit Sieyès. Quand on vote, on ne transmet pas une volonté. On transmet le pouvoir de vouloir pour nous. Mais nous, on n'a pas de volonté. On transmet on délègue le pouvoir de vouloir pour nous. Autrement dit, si vous voulez, la grammaire politique depuis 1789, c'est au nom d'eux. Hein, on prend les décisions, les représentants, l'Assemblée nationale, dit au nom du peuple. Mais le peuple ne parle pas. Alors, on a oublié tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a eu le suffrage universel, parce qu'il y a eu les partis politiques, le Parlement. Donc, on a pensé que, contrairement à ce que disait Sieyès, on allait pouvoir démocratiser le régime représentatif par le suffrage universel, par les partis politiques, et en citant le peuple dans les constitutions. Mais en fait, le suffrage universel, le vote, il donne, disons, moins ou autant le pouvoir aux citoyens de décider qu'il conforte la représentation. J'y reviendrai. Le vote, qui est présenté comme le pouvoir du citoyen, n'est un pouvoir que d'abandonner le pouvoir dans les mains des représentants. Et on fonctionne comme ça depuis 1789. Avec cette idée que nous sommes compétents pour élire, mais nous ne sommes pas compétents pour décider. Il y a des passages de Montesquieu qui sont admirables là-dessus, où il annonce très clairement que tout le malheur des républiques grecques, c'est quand on a voulu faire que tous les citoyens participent à la décision. Il faut, dit-il, qu'il y ait des représentants. Les citoyens sont habiles pour choisir, mais ils ne sont pas compétents pour décider. Tant qu'on aura ce principe en tête, et je vous assure qu'on l'a tous en tête, ce principe, moi le premier, tant qu'on aura ce principe en tête, vous aurez beau faire des conseils de développement où vous voulez, ça ne fonctionnera pas, parce qu'on vous enverra toujours le principe de la compétence électorale. Et on a intériorisé cette incapacité à poser des normes. On a intériorisé sans faire de psychanalyse, mais on a intériorisé notre incompétence à délibérer, à discuter, à décider. Alors, en droit, on le voit, nous, par exemple, dans
il y a un débat d'ailleurs actuellement, dans les cours d'assises, avec les jurés qui sont tirés au sort, et la première réaction d'un citoyen tiré au sort, c'est de dire non, on n'est pas compétent. La première réaction. On leur demande de décider s'il faut couper quelqu'un en deux parce qu'il a fait un crime, ou s'il faut... La première réaction, c'est non, je ne suis pas compétent. Bon, au fur et à mesure, il s'affirme effectivement compétent. Mais c'est la première réaction. Or, je crois que d'un point de vue constitutionnel, d'un point de vue historique, sociologique, philosophique, certainement aussi, mais d'un point de vue constitutionnel, il y a les fondements juridiques pour remplacer le principe de compétence électorale par le principe de compétence normative des citoyens. Mon texte de référence, c'est la déclaration de 89. Si vous lisez la déclaration de 1789, dans le préambule de 1789, les révolutionnaires, les types qui ont fait la déclaration, ils expliquent pourquoi. Alors c'est très intéressant, ils expliquent pourquoi ils vont énoncer les droits. Et ils donnent deux raisons. Et les verbes que je vais utiliser, c'est eux, ce n'est pas les miens. Première raison, disent-ils, afin de permettre aux membres du corps social, donc on dirait aujourd'hui aux citoyens ou aux habitants, à voir, afin de permettre aux membres du corps social de comparer l'action du pouvoir politique avec les droits qu'on l'on va énoncer. Et deuxièmement, disent-ils, afin de permettre aux membres du corps social et le verbe est de réclamer s'il apparaissait que les pouvoirs publics ne se comportaient pas conformément aux droits qui sont énoncés. Autrement dit, vous avez dans la déclaration de 1789 l'affirmation, contrairement à ce que dit Sieyès, de l'autonomie du corps des membres du corps social, on va actualiser le vocabulaire, l'autonomie du corps des citoyens par rapport au corps des représentants. Il y a deux corps. Le corps des représentants, ok, et le corps des représentés, le corps des citoyens. Et quel est le job quel est le métier, finalement, des citoyens ? 1, comparer. 2, réclamer. Autrement dit, la démocratie, c'est, pour comparer, il faut avoir des yeux, l'œil, et pour réclamer, il faut avoir la voix. Et vous voyez que si vous prenez le langage ordinaire, qui souvent dit beaucoup plus de choses qu'on le pense, quand on dit « toi, je t'ai à l'œil », toi, je t'ai à l'œil, hein, vous me mettez à l'œil, toi, je t'ai à l'œil, ça veut dire « attention, je te contrôle ». Dans la démocratie actuelle, qu'est-ce qu'on demande aux citoyens ? On demande l'expression, de donner leur voix à un tel. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Si vous donnez votre voix, vous êtes muet. Et c'est bien ça que Sieyès nous disait. Vous ne pouvez pas parler si vous avez donné votre voix. Or, aujourd'hui, ce que demandent les habitants ou les citoyens, c'est de donner de la voix et non pas de donner leur voix. Le droit de suite dont on parlait tout à l'heure, il est là. Donc, le droit de suite n'est pas, un accessoire, n'est pas une concession. Le droit de suite est une composante nécessaire de la réclamation. Je compare, je réclame, j'ai une droit de suite sur la personne que j'ai élue. Autrement dit, vous avez dans la Constitution, quand même, on dit la France est le pays, sinon des droits de l'homme, faut pas non plus se la péter, c'est au moins le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Vous avez dans la Déclaration des droits de l'homme de quoi fonder, c'est pas la peine d'aller chercher dans des textes extraordinaires, vous avez dans la Déclaration des droits de l'homme le fondement possible d'une intervention des citoyens dans la
production des décisions publiques. D'autant que, et je pourrais continuer, mais d'autant que vous avez un article 6 dans la Déclaration des droits de l'homme qu'on a complètement zappé, qui dit ceci: tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à la fabrication de la loi. On a zappé le personnellement. On a zappé le personnellement. Moi, dans les manuels de droit constitutionnel, ça donne tous les citoyens ont le droit de concourir à la fabrication de la loi par leurs représentants. Il faut retourner, sinon à Marx, en tous les cas, il faut retourner au texte et voir que dans le texte de 1789, il y a la reconnaissance de la possibilité pour les citoyens de concourir personnellement, donc sans représentant, à la fabrication des politiques publiques. Autrement dit, le premier principe que l'on doit bousculer, c'est le principe de la compétence électorale. Pour le remplacer, j'ai bien vu que vous essayiez de ménager, et je comprends très bien, mais moi je suis universitaire, je peux dire n'importe quoi. Vous essayez de ménager la démocratie représentative et la démocratie, disons, participative. Alors, bon, je ne vais pas créer de scandale, mais la question est, malgré tout, est-ce que la compétence normative remplace la compétence électorale, ou est-ce que la compétence normative est à côté de la compétence électorale? Alors j'ai bien vu tout à l'heure qu'il fallait coopérer avec les élus pour que ça puisse marcher. Et je comprends parfaitement ce souci pragmatique, réaliste de la chose. C'est pour ça que je vous disais que moi, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas votre expérience, donc je peux délirer. Mais je crois, en tous les cas, si vous voulez, que nous sommes dans un moment de basculement. Nous sommes dans un moment de basculement, qu'on le veuille ou non. Si on reconnaît aux citoyens cette compétence normative, ça fait reculer ceux qui sont issus de l'élection, et nécessairement y résistent. Mais c'est cette révolution, culturelle, mentale, qu'il faut opérer. Sinon, vous aurez beau créer tout ce que vous voulez, si on n'a pas intégré que nous sommes compétents pour fabriquer des politiques publiques, ça ne marchera pas. Le deuxième principe, tout est lié un peu, mais le deuxième principe sur lequel il faut aussi remettre en cause, alors à côté ou à la place d'eux, on va dire à côté, ça posera moins de problèmes, c'est enregistré ou pas? Bon. Donc on va dire à côté. C'est remplacer le principe étatique par le principe de la sphère publique. Là encore, dans nos têtes, on se représente la société, en gros, schématiquement, divisée en deux espaces. Hein, l'espace civil, c'est-à-dire là où on travaille, là où on a nos activités sportives, amicales, les relations personnelles, l'espace civil. Bon. Et puis l'espace politique, l'espace étatique. Président de la République, gouvernement, parlement, etc. Et l'idée, c'est que les décisions se prennent où? Évidemment, dans l'espace politique. Dans l'espace politique, puisque dans l'espace civil, c'est l'espace des intérêts personnels, des émotions, des conflits, des passions. C'est pas avec ça qu'on va faire la loi. En revanche, dans l'espace politique, c'est l'espace de la raison, et c'est là que peut se construire des politiques publiques. Et donc, l'État déverse dans l'espace civil les lois à partir desquelles nous allons nous comporter. Et on a ça dans la tête. Ce que je propose, mais avec d'autres, avec cette idée de démocratie continue, et en m'inspirant notamment d'un philosophe allemand qui est Habermas, c'est de mettre entre l'espace civil et l'espace politique un espace que j'appelle l'espace public. L'espace public, c'est l'espace où les problèmes que chacun rencontre
dans la vie privée, personnelle, sociale, vont, à un moment donné, être mutualisés et vont être rendus publics, vont être discutés dans le public. Et étant discutés dans le public, vont faire pression sur l'espace politique. Il y a donc une inversion de la logique, où, forme actuelle de la démocratie, l'espace politique construit et déverse sur l'espace civil, ou bien ça part du bas, l'espace civil rencontre un certain nombre de problèmes qui sont mutualisés dans l'espace public, et cet espace public va porter, essayer d'influencer l'agenda de l'espace politique. Alors ça existe déjà. On peut prendre des tas d'exemples, mais prenons l'exemple les plus simples et d'actualité. La loi sur l'avortement. La loi qui a reconnu le droit pour les femmes de disposer librement de leur corps, elle n'est pas venue de l'État, hein. Elle n'est pas venue de là-haut, elle est venue du bas. Elle est venue du moment où, dans l'espace civil, des femmes se faisaient avorter sans rien dire, personne ne savait. Puis, à un moment donné, ça rentre dans l'espace public parce qu'il y a le manifeste, excusez-moi, des 343 salopes qui disent on s'est fait avorter, ça devient public. Devenant public, il y a un débat. Alors, on le fait pas, combien de semaines, remboursé, pas remboursé, on fait une loi, pas de loi, etc. Et ça aboutit d'abord à Bobigny, avec Gisèle Halimi, 70-71, et ça aboutit à la loi Veil. Autrement dit, si vous prenez le droit au logement, c'est les Don Quichotte, les gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer, etc. Bon, personne ne le dit, c'est dans l'espace civil, puis à un moment donné, ça passe dans l'espace public parce qu'il y a une association, les Don Quichotte, et ça donne la loi sur le droit au logement opposable. Autrement dit, l'espace public devient, ou est en train de devenir, ou pourrait devenir, je ménage, pourrait devenir le lieu véritable de la démocratie délibérative. Alors, je ne demande pas à supprimer le Parlement, mais vos conseils de développement, ils se situent où? Dans l'espace politique ou dans l'espace public? L'articulation dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que ces conseils de développement, quelqu'un a dit tout à l'heure, bon, est-ce que c'est de la technocratie ou c'est de la démocratie? On ne sait plus trop où on se trouve. Ben oui, mais si vous vous trouvez dans l'espace politique, si vous êtes dans le même espace qu'un conseil municipal, un conseil régional, si vous êtes dans le même espace, comment vous allez faire émerger ce qui sort de l'espace civil? Est-ce que les conseils de développement ne devraient pas être plutôt dans l'espace public pour recevoir ce qui se passe dans l'espace civil, donc avoir une indépendance dans leur nomination, dans leur fonctionnement, dans leur financement, et ne pas être associés aux institutions de l'espace politique? Il y a donc là, si vous voulez, sur le plan encore une fois conceptuel, si on essaie de réfléchir à la forme de démocratie, forme délibérative, je mets de côté continu, si on met la forme délibérative, ça veut dire que l'espace public devient central, et si l'espace public devient central, où vous situez-vous? Dehors? Dedans? Et se pose à ce moment-là ce que vous posez dans votre guide, c'est-à-dire l'articulation entre la démocratie représentative et la démocratie délibérative. Mais si vous êtes dans la forme représentative, c'est-à-dire dans l'État, vous ne pourrez pas vous auto-articuler. Donc, il y a, je dirais, quand je disais conceptualiser pour favoriser la pratique et pas simplement pour le plaisir de conceptualiser, je veux dire que là, il y a une interrogation sur votre situation au sein de la configuration politique. Bon, il faut que j'accélère. Dernier principe,
Dernier principe, le principe, disons, de la légitimité. Le principe de la légitimité, c'est-à-dire, je pense que nous sommes là aussi à un moment où la question de légitimité, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on obéit à? C'est toujours une grande question, ça. Qu'est-ce qui fait qu'on obéit à une loi? La question est importante parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de désobéissants, quel que soit le secteur. Il y a des désobéissants dans l'éducation nationale, il y a il y a une désobéissance civique qui se répand. Ce qui veut bien dire qu'aujourd'hui, l'obéissance ne va plus de soi. Et je crois que si elle ne va plus de soi, c'est que nos sociétés, pas simplement la France, mais nos sociétés, sont en train de changer de principe. Je crois que jusqu'à présent, la légitimité que l'on accordait à une décision tirait sa force, sa source, je dirais, de l'auteur de la décision. C'est-à-dire qu'on avait une légitimité fondée sur la source de la décision. Alors ça, vous trouvez ça chez Max Weber, hein, y compris quand Max Weber parle de la légitimité traditionnelle. Vous obéissez à un enfant obéit à son père. Pourquoi? Parce que c'est son père. Donc la légitimité est fondée sur la source. C'est parce que c'est le père qui pose la décision, donc on obéit parce que la source est le père. Et si vous regardez simplement dans l'histoire, vous voyez que toutes nos sociétés ont constamment obéi à des décisions en fonction de leur auteur. Sans remonter très loin, vous devez vous souvenir dont on parlait autrefois, avant 1789, on parlait de la légitimité de droit divin. C'est-à-dire on obéissait aux décisions parce qu'elles venaient de Dieu, qui avait envoyé un mail aux évêques, au roi, et puis paf, et comme Dieu est bon, bien évidemment on obéissait à Dieu. La source. Et puis après, il y a eu la source, la légitimité de droit naturel. La nature nous dicte. Il faut puiser dans la nature nos normes, nos décisions, nos manières de se comporter, parce que la nature est bonne. Bon, on a douté un peu. Après, on peut dire la légitimité de la classe ouvrière. Les décisions sont bonnes parce qu'elles viennent de la classe ouvrière, parce qu'elles viennent des militaires, la source, parce qu'elles viennent du peuple, la légitimité électorale. On ne discute pas une décision parce qu'elle vient du peuple, soit directement par référendum, soit parce que le peuple a élu. Et je suppose, derrière les observations que vous avez faites tout à l'heure, il y a bien ça. À un moment donné, les élus vous disent « Bon, écoutez, vous êtes bien gentil, mais enfin, vous n'avez pas été élu. Et moi, j'ai des comptes à rendre à mes électeurs. » Il y a une formule qu'on retrouve dans la bouche de tous les gouvernants, c'est pas la rue qui gouverne. Si vous n'êtes pas content, votez. Parce que c'est le vote, la source, qui fait l'obéissance, qui provoque l'obéissance à la loi. Or, je crois que c'est en train de changer. Je crois que là encore, ce principe de légitimité fondé sur la source, disons, faiblit au profit d'une autre forme de légitimité que j'appelle la légitimité procédurale. C'est-à-dire, les sociétés aujourd'hui obéissent à une décision s'ils ont conscience ils obéissent à une décision selon la manière dont cette décision a été fabriquée. Si cette décision respecte un certain nombre d'exigences, par exemple le contradictoire, par exemple la transparence, par exemple l'impartialité, que cette décision soit prise par des élus ou pas par des élus,
on s'en fout. J'exagère. Mais je pense que nos sociétés aujourd'hui sont beaucoup plus attentives à la manière dont les décisions sont prises, c'est-à-dire à la procédure de prise de décision, qu'à l'origine des décisions. Vous voyez bien que là, vous allez... Démocratie représentative, démocratie délibérative. La démocratie représentative repose sur l'élection. CIS. Bon, vous ne reposez pas sur l'élection. Vous ne pourrez être admise dans le régime de fabrication des décisions publiques que si votre place est considérée comme légitime. Or, votre légitimité, vous ne la tiendrez pas de l'élection. Votre légitimité, vous la tiendrez de la qualité par laquelle vos décisions seront prises. Et ce qu'il faut faire admettre aujourd'hui à notre société, c'est que, disons, ces deux formes de légitimité, la légitimité électorale et la légitimité procédurale, doivent travailler de concert, comme dirait Montesquieu, pour aboutir à des décisions publiques qui soient acceptées par les sociétés. Voilà, si vous voulez, les quelques éléments que je voulais soumettre à votre réflexion. Je pense que, encore une fois, quel que soit le dévouement, quelles que soient les institutions que vous allez mettre en place, si on n'est pas passé du principe de la compétence électorale à la compétence normative, si on n'a pas fait glisser le lieu réel de la démocratie de l'État à l'espace public, et si on ne met pas en avant l'importance du mode de construction, du mode de fabrication, du mode de production des décisions, vous n'aurez jamais votre place dans la fabrication des décisions publiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique Rousseau. Est-ce qu'il y a des questions pour Dominique Rousseau, des réactions? Oui, on vous apporte un micro. Bonjour Monsieur Rousseau, franchement, je suis épatée par votre intervention, ça me donne envie d'aller à la fac. À 60 ans, c'est jamais trop jeune. Donc par rapport à ce que vous venez de dire, si j'ai bien compris, ça veut dire que, par exemple, les 60% d'abstention qu'il y a à nos élections, en fait, on ne donne pas justement à Monsieur le Président ou à tous ceux qui veulent nous gouverner le droit de prendre des décisions pour nous. En fait, on garde notre droit de décision. Alors, moi, la question que je me pose, est-ce qu'ils n'ont pas raison, tous ces abstentionnistes, de ne pas aller voter parce qu'ils gardent leur liberté? Comment ? Oui, vous avez raison. Vous avez raison, c'est-à-dire, si vous voulez, lorsqu'on regarde les études sur les raisons de l'abstentionnisme, alors il y a plusieurs raisons. Il y a des abstentionnistes, habituels, parce qu'ils s'en moquent, ils sont ailleurs. Et puis, depuis, disons, une vingtaine d'années, il y a des abstentionnismes, je dirais, civiques. Même si ça peut paraître un peu contradictoire, mais il y a un abstentionnisme politique. C'est-à-dire, il y a des citoyens qui ne votent pas en considérant qu'ils sont beaucoup plus citoyens en étant dans des conseils de quartier, dans des associations de parents d'élèves, etc., que le vote. Et j'ai eu l'occasion de participer justement à une émission sur la question de l'abstention. Ça ne sert à rien, de mon point de vue, on peut toujours le faire, mais ça ne sert à rien de passer au vote électronique, de passer au vote par correspondance, de passer au vote... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, justement, comme la légitimité électorale s'affaisse, les gens ne croient plus à l'élection. C'était dans une émission je crois que c'était à Public Sénat ou LCP, je ne sais plus. J'avais osé prendre la distinction, faire la comparaison avec l'Église. Les gens ne vont plus à l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus en Dieu. Les gens ne vont plus aux urnes. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus au vote.
Donc vous aurez beau mettre les curés en costard et puis les bonnes sœurs en mini-jupe, c'est pas ça qui fera revenir les gens à l'église. Donc vous aurez... Dominique Valgue, donc si vous voulez, je pense que pour le vote, c'est pareil. Et alors, on peut rendre le vote obligatoire, mais non. Le problème, je crois, de mon point de vue, est plutôt d'essayer de chercher d'autres outils, d'autres instruments pour faire participer les citoyens à la fabrication de la décision que le vote. Je ne suis pas pour la suppression du droit de vote. Enfin, je ne sais pas si... On a bien compris. Oui, merci Dominique Rousseau pour vos encouragements au pas de côté, à l'audace, etc. Mais c'était juste une anecdote pour dire que finalement, il faut qu'on aille plus loin dans nos capacités et les préconisations. Une anecdote qui était liée à une audition au Sénat il y a quelques années, sur la démocratie participative, mais le Sénat ne voulait pas nous auditionner. On se demande bien pourquoi. Mais à force d'entrisme, merci Twitter, et de guerre lasse, ils ont fini par nous accueillir, un rendez-vous imposé, on n'avait pas le choix, il fallait dire à telle heure, etc. Et on était à peine assis que le sénateur en question, que je ne nommerai pas, nous dit « Mais en quoi êtes-vous légitime, en quoi êtes-vous représentatif ?» En quoi êtes-vous légitime, en quoi êtes-vous représentatif ? Mais en rien, monsieur le sénateur. On n'est pas représentatif, on est significatif, et on n'est pas légitime parce que nos méthodes de travail vont permettre de travailler notre préconisation avec les gens concernés par la question. Et ça, aussi, quelque part, finalement, il faut qu'on ait un petit peu plus d'audace, et à écouter tout ce qui s'est dit là jusqu'à présent dans les différentes tables rondes, on a les méthodes, on a les outils. Je pense peut-être ce qui nous manque, c'est un tout petit peu plus d'audace et qui n'est pas du tout de la défiance, encore une fois. Une autre intervention. Merci infiniment. Et dans un jeu de réponse, tout simplement, hein, du berger à la bergère ou vice-versa, qu'est-ce que vous faites de l'ambivalence ? C'est-à-dire, l'ambivalence, pas l'ambiguïté, l'ambivalence. Exemple simple. Dans nos conseils de développement, on le voit bien, il y a un certain nombre de gens qui font un apprentissage démocratique et qui parfois vont vers la politique. Au sens de vont vers la politique. Et que parfois vont vers la politique, voilà, c'est ça ? Vont ultérieurement. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Sur les territoires, on a souvent des élus d'un mandat précédent qui se disent « je peux prolonger autrement ma pratique ». Dans la citoyenneté ou dans la représentation des habitants cette fois-ci, non pas dans la représentation au sens de la remise de soi à travers le vote. Merci. Qu'est-ce que vous faites de l'ambivalence ? L'ambivalence. Ce que je fais de l'ambivalence, c'est d'abord un constat. Si on prend... alors je réagis à chaud, évidemment, à votre question. Je dirais que cette ambivalence... elle tend à être intégrative, inclusive. Alors, il y a plusieurs exemples. Si vous prenez le Parti socialiste, dans les années 1970, les militants des partis socialistes sont partout. Bon. Il y a les élections municipales en 1977. Il y a les élections législatives en 1978 et Mitterrand gagne en 1981. Et les militants qu'on trouvait dans les conseils de quartier, dans les associations, etc., hop, ils sont inspirés. Résultat, rien. Et ils ont oublié ce qu'ils faisaient quelques années auparavant. Donc je pense que, encore une fois, je ne suis pas contre les représentants. Ils font leur boulot. Je pense simplement, 89, il faut que les représentés restent à leur place de représenter, de citoyens, ne cherchent pas à aller vers les représentants parce qu'ils vont rentrer dans la logique. Il y a une logique infernale de la représentation. On pourrait prendre d'autres exemples. Vous savez, il y a quelques années, les écolos avaient fait une liste aux européennes en disant on ne restera député que pendant la moitié du mandat. Et la deuxième moitié sera faite par ceux qui étaient derrière nous. Non, ça n'a pas marché ce truc-là. Celui qui était là n'a pas voulu, au milieu du mandat, passer le... Vous êtes pris dans la logique. Non pas parce que je crois que les institutions de
la forme représentative, elles absorbent et elles font oublier, non pas parce que les gens sont méchants, etc., mais il y a une force des institutions qui, fait oublier ce qu'on a pu être avant de rentrer dans ces institutions. On dit l'habit fait pas le moine, mais enfin tous les moines ont le même habit. Hein, donc on voit bien que lorsqu'on devient député, les députés qui reviennent simples citoyens, et ils sont perdus et ils essaient d'avoir un poste pour présider le port de Marseille ou pour je ne sais pas quel... Non. Bonjour. On vous écoute. Alain Faure, co-délégué du Conseil de développement de Grenoble-Alpes Métropole. Alors, je suis un peu schizophrénique dans votre intervention parce que je suis aussi chercheur en sciences politiques et du coup, je vais plutôt réagir sur la partie chercheur. Votre ménage est très intéressant parce qu'il y a une crise existentielle, il me semble, des conseils de développement, on ne sait pas exactement où situer. Et vous nous proposez le grand écart entre la vox populi et ceux qui prennent les décisions, et en disant qu'il y a un fil continu. Et moi, je trouve que de nos débats d'aujourd'hui, vous nous montrez très bien qu'on doit être entre les deux. On n'est ni vox populi, ni ceux qui prenons la décision, mais on est dans cette sphère intermédiaire très difficile à repérer. Et ce que je trouve passionnant dans votre intervention, c'est que vous montrez que la démocratie est sensible. C'est-à-dire qu'il faut que la sensibilité du citoyen soit toujours dans l'équation. Et moi, il me semble que c'est notre carte qu'on a à jouer dans les années à venir, les conseils de développement, c'est d'arriver à être intermédiaire, dans un entre-deux, peut-être dans le purgatoire. Hein. On est peut-être, on n'est ni la décision ni le bon peuple, mais il y a cette équation à tricoter avec les émotions et avec la délibération. Mais là où je veux en venir, là où je veux intervenir, c'est que moi, ce qui m'a surpris dans cette journée, je veux faire le fil rouge avec toute la journée. Ce matin, on a beaucoup parlé de planification, en début d'après-midi, d'évaluation. On voit bien que ni la planification ni l'évaluation, c'est vraiment de la décision, c'est un travail intermédiaire. Et il me semble que les conseils de développement ont un rôle énorme à jouer dans ce travail intermédiaire, qu'il faut qu'ils assument. Ils ne sont pas collés aux citoyens à la proximité, ils ne sont pas très loin. Et alors, de toute la journée, on n'a presque pas parlé de ce qui fait pourtant la grande spécificité des conseils de développement, ce sont des territoires intermédiaires. C'est l'intercommunalité, c'est un grand territoire, c'est ni la commune, ni la nation, c'est ni l'hyperproximité, ni la communauté. Et c'est ça qui fait notre originalité. Donc moi, de ce que j'entends de votre intervention, c'est qu'il faut que cette sensibilité sur ce grand territoire qui n'existe pas institutionnellement, ou depuis très peu de temps, c'est là où on a des choses nouvelles à dire. Oui, enfin, c'est pas une question. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis assez. Je me demande, si vous voulez, si dans la forme participative ou continue, on ne va pas retrouver, alors, une forme, vous savez, du Quattrocento avec la République des cités. Il y avait Venise, il y avait Gênes, il y avait Bruges, il y avait etc. Autrement dit, on a aujourd'hui un découpage administratif qui ne correspond pas à la vie vécue des gens. Selon les territoires, je veux dire qu'on habite dans le Gard ou dans l'Hérault, on va à la plage au même endroit, et si vous voulez, il y a des circularités qui ne correspondent pas au découpage administratif. Ce qui rend aujourd'hui difficile de construire des politiques publiques. Je pense qu'à terme, il faudra effectivement davantage s'appuyer sur le local, mais entendu au sens effectivement d'intercommunalité dans une perspective démocratique et pas technocratique pour faire vivre cette démocratie délibérative. Une autre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Parce qu'on va se... Trois questions rapides. Juste, la première question, si vous pensez que le vote n'est pas la bonne solution, est-ce que vous pensez qu'il est pertinent de tirer les élus au sort? Première question. La deuxième question, qu'est-ce que vous pensez du jugement majoritaire, qui est une autre forme de vote, qui permet peut-être aux citoyens de se sentir plus impliqués par les décisions? Et troisième question,
quand on a un problème sur une voiture, on ne fait pas un référendum, on ne demande pas un vote pour... on va voir un spécialiste. Est-ce qu'il y a la compétence qui intervient dans vos raisonnements, ou est-ce qu'on doit l'acquérir? Est-ce que ça serait justement le rôle des conseils de développement de donner une compétence aux citoyens pour pouvoir être le plus pertinent possible dans les décisions? Alors, ça sera la dernière parce qu'il y en a 3, donc on ne peut pas faire plus. Quand on a... Oui, c'est ça. Est-ce que les citoyens ont la compétence? C'est ça? Oui, non, il y a un problème sur la compétence. Comment les experts. Voilà, le problème de l'expertise, le tirage au sort. Est-ce que vous pensez qu'on peut tirer les élus au sort? C'est une question. Et qu'est-ce que vous pensez du jugement majoritaire? D'accord. Alors, sur la première question, oui, on peut tirer au sort. Là aussi, je rappelle que pour Aristote, l'élection était un mode aristocratique de désignation des élus, et toutes les républiques, la démocratie grecque, Périclès, reposait sur le tirage au sort des citoyens. Alors évidemment, les citoyens à l'époque, c'était 20 000 personnes. Mais le tirage au sort, je vous disais, les jurés populaires sont tirés au sort sur les listes électorales, et ils rendent des décisions de justice tout à fait correctes. Et à ce sujet-là, par exemple, Badinter, lorsqu'on disait à Badinter, mais enfin, regardez, tout le monde est pour la peine de mort, et vous allez contre l'opinion publique. Et Badinter faisait observer que si on faisait les statistiques des cours d'assises qui, à l'époque, donc avant 80, prononçaient la peine de mort, il y en avait très très peu par les jurés populaires. Parce que quand vous êtes dans la rue et qu'on vous demande est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort, vous en foutez, vous dites oui, je suis pour. Quand vous avez pendant 15 jours quelqu'un devant vous, qu'au bout de 15 jours, vous devez décider si vous le coupez en deux ou pas, là, c'est plus pareil. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que je réponds à votre troisième proposition, c'est-à-dire que les assemblées citoyennes ou les comités, les conseils de développement ont une importance en ce qu'elles peuvent être un exercice de la raison sur les émotions spontanées. Notre première réaction face à un événement, c'est une réaction, je dirais, de notre corps, pas de notre cerveau. Pas de notre cerveau. On réagit à ce qu'on voit. Si on en reste à cette réaction immédiate de l'émotion corporelle, on va vers les régimes autoritaires, vers le populisme qui s'appuie là-dessus. Le travail de la démocratie, c'est précisément de partir de ces émotions pour construire, pour exercer la raison sur ces émotions. Et ça se fait justement par le temps long des délibérations. Est-ce qu'il faut des experts? Oui. Oui, je pense qu'il faut des experts. Alors, je participe avec Jacques Testard notamment à une fondation, enfin j'ai participé à une fondation qui s'appelle Fondation Sciences Citoyennes, où précisément on essaie de faire travailler ensemble des chercheurs et des citoyens. Donc, si vous voulez, la question aujourd'hui, alors évidemment, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'impartialité, de contradictoire et de transparence. C'est pour ça que je suis assez critique à l'égard de la Convention des citoyennes sur le climat. Le problème est de la responsabilité du choix et du pluralisme de l'expert. Mais je pense que le savoir reste un élément qui doit contribuer à la prise de décision. La question est quel type de savoir? Et moi, je crois beaucoup à ce que j'appelle le savoir d'expérience. Pour réformer l'hôpital, vous pouvez avoir un savoir des énarques qui n'ont jamais mis les pieds dans un hôpital, mais vous avez le savoir d'expérience des sages-femmes, des infirmières, des aides-soignantes, des médecins qui, eux, savent. Et donc, c'est ce savoir-là d'expertise, le savoir d'expérience, qui doit être mis en cause, qui doit être mis en œuvre pour les prises de décision, me semble-t-il. Dominique Rousseau.